pour aborder un sujet qui est pas toujours facile, mais je sais que, bon, pour les familles, pour les aidants, souvent, on se sent un peu démunis quand surviennent ce genre de problématiques-là. Donc, l'idée, c'est de vous aider à trouver des trucs, mais aussi à avoir des références pour vous outiller si vous êtes confronté à ce genre de difficultés au quotidien. Fait que moi, je suis gérontopsychiatre, je suis à la tête d'une équipe interdisciplinaire ici, donc je voulais remercier les 2 psychologues qui ont collaboré à préparer cette présentation. Laurence Villeneuve, Caroline Ménard, qui devait la donner avec moi aujourd'hui, mais qui est malheureusement absente. Karine Thorne, infirmière, Francine Ducharme, que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup pour l'aide aux aidants naturels. Et c'est moi qui donne la conférence. Donc, on va commencer un peu en mettant la table dans le fond pour comprendre pourquoi il y a des changements de comportement, de personnalité associés aux maladies dégénératives, pour ensuite aller un peu plus dans le concret pour voir comment on peut s'outiller, comment on approche ces problématiques-là avec quelqu'un qui nous est cher et comment on peut communiquer. Également, on va souligner l'importance de prendre soin de soi dans des contextes difficiles comme ça. Donc, juste pour commencer à mettre la table, maintenant, on ne parle plus de démence, on parle de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, je vais un peu intercaler les 2 termes pour les buts de la présentation. Donc, un trouble neurocognitif, c'est la présence de multiples déficits cognitifs qui peuvent affecter la mémoire, mais pas nécessairement. Le grand classique, c'est la mémoire comme dans l'Alzheimer, mais ça peut aussi affecter des fois le raisonnement, le jugement, les capacités d'orientation dans l'espace, le langage et aussi la personnalité, le comportement. Donc, dans les nouveaux critères diagnostiques des maladies dégénératives, on tient compte désormais du fait que ça va jouer également sur le comportement, sur les humeurs, sur la personnalité. Et donc, c'est des symptômes, des déficits qui vont interférer avec le fonctionnement quotidien, les activités sociales, professionnelles, les relations avec les proches, et qui sont un déclin par rapport aux capacités antérieures. Donc, c'est important quand on fait l'histoire de voir que réellement, il y a des capacités qui sont en train de décliner. Pour faire le diagnostic différentiel, par exemple, avec des éléments de personnalité qui auraient été là au long cours ou, je ne sais pas moi, une déficience intellectuelle, par exemple. Donc, vous le savez sans doute, dans la maladie d'Alzheimer, c'est principalement la mémoire qui est affectée. Donc, c'est souvent ce qu'on va voir en premier, la difficulté à apprendre des informations nouvelles ou se rappeler des informations nouvellement apprises. En général, en début, c'est des gens qui vont répéter les mêmes propos. C'est la mémoire récente qui est atteinte initialement dans la forme classique. Donc, répéter les mêmes propos, oublier les événements, les conversations récentes, perdre les objets, ce genre de choses-là. Et éventuellement, avec le décours de la maladie, on peut trouver des troubles du langage, de la capacité à réaliser des activités motrices, à reconnaître des objets, à planifier, organiser des tâches complexes, par exemple. Et donc, c'est en général à début progressif et il y a un déclin continu. Quand on regarde des troubles neurocognitifs plus de type vasculaire, bien, on va retrouver dans l'histoire de la personne des facteurs de risque vasculaire, donc cholestérol, hypertension, diabète, des ACV, des maladies cardiaques, etc. Et on va retrouver plus des difficultés en lien donc avec soit des événements aigus, des ACV, des accidents cérébrovasculaires, ou des fois, même sans qu'on ait un réel ACV, on va voir une perturbation un peu des connexions, des changements vasculaires dans le cerveau. Et ça va toucher surtout l'attention, puis des capacités de planifier, d'organiser des tâches complexes. Donc, ça va se montrer, par exemple, sur des tâches complexes que sont la préparation d'un repas complexe, la gestion d'un budget complexe, des tâches qui nécessitent justement de planifier, d'organiser les choses. Et en général, on va voir une détérioration par palier en fonction des événements vasculaires. Il y a certains types de démence qui sont un peu plus particulières où là, réellement, on va voir des symptômes psychiatriques associés, donc comme la maladie à corps de Lewy, où il y a des symptômes qui ressemblent à l'Alzheimer, mais il y en a d'autres qui ressemblent au Parkinson, donc avec les changements moteurs du Parkinson, surtout de la rigidité puis du ralentissement.
Mais dans ce syndrome-là, ils ont dès le début des hallucinations visuelles détaillées. Souvent, c'est des petits bonhommes, des animaux. Souvent, en fin de journée, quand la lumière tombe, c'est stéréotypé, c'est toujours les mêmes. Initialement, ça ne crée pas nécessairement de détresse, mais éventuellement, ça peut devenir envahissant puis entraîner de la souffrance et de la détresse. Et on retrouve aussi de la grande fluctuation cognitive. Donc, c'est des patients qui vont avoir l'air tout à fait lucides, une journée très en forme, le lendemain tout à fait confus, comme s'il y avait des grosses fluctuations dans l'état de conscience. Et on va retrouver différents autres symptômes, là, mais je n'irai pas nécessairement dans le détail pour le bien de la présentation. Finalement, il y a un autre type de démence qui est plutôt, vous avez peut-être déjà entendu parler, des démences de type frontotemporal, où là, dans le fond, c'est une dégénérescence principalement du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est lui qui gère beaucoup notre capacité de planifier, d'organiser des tâches, mais aussi tout notre comportement social. Donc, il fait en sorte qu'on est capable d'inhiber des impulsions quand on est dans un contexte social. On ne dit pas tout haut ce qu'on pense. On crée pas d'impair en posant des gestes désinhibés. Mais quand on a des atteintes du lobe frontal, on peut avoir ce genre de présentation-là. Cette maladie-là, on la voit souvent plus tôt dans la vie, donc ça débute en général dans la cinquantaine et on va retrouver un peu plus de caractère génétique que dans d'autres maladies. Il y a deux types de démence frontotemporale qui vont affecter surtout le langage et un type qu'on appelle comportemental, où ce qu'on va voir, c'est très précocement des changements de personnalité. Donc, la personne peut devenir soit très désinhibée verbalement, dire tout ce qu'elle pense, passer des commentaires, désinhibée de façon agressive, sexuelle, ou de l'apathie, donc de devenir très passif, très indifférent à tout, avec une perte des capacités d'empathie ou de sympathie. Donc, les proches vont dire, ben, tu sais, je sais pas, moi, son fils a été malade, mais comme il n'y a plus de réaction, plus d'empathie, aucune réaction émotive à des événements, pourtant qui, auparavant, auraient suscité des réactions. On va y retrouver aussi des espèces de manies, des comportements stéréotypés ou compulsifs. Donc, des gens qui peuvent se mettre, je ne sais pas moi, encadrer des dessins, faire du scrapbooking 15 heures par jour. On peut voir ça dans ce genre de maladie-là. Des changements alimentaires, donc un goût plus prononcé pour le sucre. Donc, l'épicerie, désormais, c'est que des gâteaux. Et les difficultés de planification et d'organisation dont je parlais. Donc, c'est sûr que les troubles cognitifs et de comportement vont entraîner différents changements chez la personne qui vont affecter donc la mémoire, la pensée, le jugement, la capacité de planifier. Et donc, ça va toucher le quotidien. Plus de difficultés à faire les repas, à gérer ses finances, payer ses comptes, conduire l'auto, s'habiller, se laver éventuellement. Et c'est sûr que pour les proches aidants, ça augmente le fardeau parce qu'il faut un peu compenser, réorganiser les tâches domestiques, prendre plus en charge certains éléments qui deviennent problématiques, la gestion financière, accompagner aux rendez-vous médicaux, etc. Et souvent, et surtout quand il y a des changements de comportement ou des symptômes psychologiques, ça va entraîner beaucoup de culpabilité, d'anxiété, voire de la dépression, de la colère chez les familles. Donc, si on regarde les comportements, en fait, dans le jargon de la littérature médicale, on parle de symptômes neuropsychiatriques de la démence ou de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, SCPD pour faire vite. Et on retrouve un peu des descriptions multiples. Donc, ça touche toute une pléiade de symptômes. Moi, je trouve ça intéressant de les classifier un peu en troubles humeurs. Donc, on peut voir apparaître des gens qui vont devenir déprimés, très anxieux, apathiques, méfiants, irritables. On peut voir apparaître des symptômes psychotiques. Alors, c'est quoi des symptômes psychotiques? C'est des délires, des hallucinations visuelles, auditives, entendre ou voir des choses qui ne sont pas présentes. Je vais y revenir un peu plus loin là, pour vous donner des exemples. Et finalement, des comportements qu'on va retrouver plus en maladie avancée ou dans les démences frontales, donc qui vont toucher le lobe frontal du cerveau, comme des comportements stéréotypés, donc des mouvements répétitifs. S'il y en a d'entre vous qui ont été voir des unités d'hébergement où il y a des patients souvent en fin de course, on peut retrouver des mouvements répétitifs, des cris répétitifs, de la désinhibition, comme je parlais, de l'errance. Donc, les patients vont beaucoup
marcher, rentrer dans les chambres, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près tous les patients qui vont avoir une maladie dégénérative vont présenter des SCPD, pas tous nécessairement graves. Il y en a qui, des fois, ça va juste être des exacerbations un peu de certains traits de personnalité ou un petit peu d'anxiété au début, mais des fois, il y a quand même certains sous-groupes qui vont avoir des présentations un peu plus sévères et il faut donc s'y attarder. On sait maintenant que la dépression, en fait, les premiers épisodes dépressifs tardifs, quelqu'un qui n'a jamais fait de dépression dans sa vie puis qui fait un premier épisode à l'âge avancé, souvent, c'est anguille sous roche et il faut un peu suivre dans le temps parce que ça peut être un signe d'entrée dans une maladie dégénérative pour toutes sortes de raisons, des raisons psychologiques, d'adaptation au changement, mais aussi des raisons biologiques du fait des changements de neurotransmetteurs dans le cerveau. Et vous voyez donc que les symptômes, les SCPD, en fait, surviennent. Vous avez ici la ligne là, qui est 0, le moment du diagnostic. Bien, il y en a qu'on va retrouver même en prodrome, là, donc dès les débuts des symptômes, avant même le diagnostic, et d'autres plus tardivement, mais il y en a un peu à tous les stades. Et ça ne disparaît pas nécessairement avec l'évolution de la maladie. Donc, les plus fréquents, c'est les syndromes dépressifs anxieux, l'apathie. L'apathie, c'est le symptôme qui va être le plus persistant. Et dans les stades avancés de la maladie, on va voir de l'apathie, de l'agitation, des comportements stéréotypés. Donc, comme je le disais, ils sont présents à tous les stades de la maladie et en général, la fréquence augmente avec la progression. Bien sûr, les femmes sont plus sujettes à faire des troubles dépressifs, donc on voit ça aussi dans les maladies dégénératives. Les hommes ont tendance à exprimer leur détresse des fois de façon plus avec de l'irritabilité à vos souhaits, de l'agressivité. Donc on retrouve ça aussi dans la démence. Souvent, ces symptômes-là sont sous-diagnostiqués et sous-traités et malheureusement, c'est des symptômes qui sont associés avec un déclin cognitif et fonctionnel plus rapide, avec plus de mortalité aussi. Évidemment, c'est ceux qui ont le plus d'impact sur la qualité de vie des sujets et de leur famille. On sait qu'il y a beaucoup de dépression et d'anxiété qui sont liées à ces symptômes-là chez les aidants et c'est souvent une cause d'hébergement précoce parce que les troubles de mémoire, on peut gérer au quotidien, mais les troubles de comportement, c'est pas mal plus envahissant et souffrant. Malheureusement, quand il n'y a pas une prise en charge appropriée, ils sont aussi associés à une augmentation de l'utilisation de ce qu'on appelle des contentions physiques et chimiques avec les effets secondaires, les risques que l'on connaît et une augmentation des coûts là, pour le système de soins. Qu'est-ce qui cause ces symptômes-là? Bien, une pléiade de facteurs, ce qui fait qu'on doit toujours un peu jouer au détective quand il y a un nouveau trouble de comportement pour essayer d'identifier un peu toutes les causes qui peuvent être à l'origine de ça, puis les adresser une par une. Donc, c'est ça qu'on fait en équipe interdisciplinaire, puisque le médecin et l'infirmière devraient faire aussi. Donc, on sait qu'il y a des facteurs génétiques. C'est sûr que quelqu'un qui a déjà eu une fragilité à avoir un trouble anxieux ou à avoir des épisodes dépressifs dans le passé ou qui a une histoire familiale importante, des fois, on va voir cette susceptibilité génétique-là ressortir avec la maladie dégénérative. Des éléments de personnalité, par exemple, des gens qui avaient tendance à gérer le stress en faisant du sport plutôt qu'en allant en psychothérapie, bien, des fois, quand ils se retrouvent hébergés, on n'est pas très surpris qu'ils fassent beaucoup d'errances parce que c'était leur façon, leur habilité à gérer les stresseurs. Les antécédents psychiatriques, bien, j'en ai un peu parlé. Le contexte psychosocial, donc tous les événements de vie qui font en sorte que ça peut précipiter un changement ou une détresse, bon, chez vous comme chez moi, comme chez les patients atteints de maladies dégénératives, s'il y a des stresseurs dans l'environnement, s'il y a des besoins non comblés, surtout quand, avec l'évolution de la maladie, le langage est atteint, c'est difficile d'aller identifier les besoins. Et des fois, juste de vérifier si la personne a soif, faim, est fatiguée, a trop de stimuli, a besoin de se reposer. Ça peut être à l'origine d'une agitation, dans le fond. Et finalement, bien, en soi, la dégénérescence au niveau cérébral vient jouer aussi sur les circuits qui gèrent le comportement, qui gèrent l'humeur, la gestion du stress. Donc, en soi, il y a une origine neurologique à ces symptômes-là. Donc, la dépression, c'est quoi? Juste un petit peu de définition des syndromes psychiatriques.
La dépression, donc, c'est un des troubles les plus fréquemment associés aux démences, jusqu'à la moitié des cas. Et ça aussi, c'est associé avec une plus grande atteinte fonctionnelle, cognitive, plus de mortalité, plus de douleur, etc. Et ça doit être pris en compte. Donc, une dépression, ça veut dire des symptômes présents depuis au moins 2 semaines, principalement d'humeur dépressive. Vous avez ici un peu tous les critères, là. Perte d'intérêt ou du plaisir, des changements de l'appétit, du sommeil, de l'agitation, du ralentissement, une fatigue, des sentiments de dévalorisation, de culpabilité, des troubles de concentration, des idées suicidaires qui entraînent une détresse significative et une altération du fonctionnement. Ça, c'est le syndrome standard. Pour différencier ça de l'apathie, souvent, on voit ça... ça peut être associé à un syndrome dépressif, mais pas nécessairement. L'apathie, c'est simplement une perte ou une baisse de la motivation par rapport au fonctionnement antérieur. Donc, souvent, moi, en clinique, les familles me disent « Bien, je ne reconnais pas mon mari, lui qui était si actif, qui était intéressé par plein de choses. Là, il passe ses journées assis dans le fauteuil, puis il ne se passe rien, il ne réagit plus, etc. » Et c'est important à ce moment-là d'aller valider est-ce que la personne est souffrante de ça ou c'est juste purement de l'apathie, c'est-à-dire la perte. L'image que je donne souvent aux familles, c'est comme si tout était là, mais le démarreur n'est plus là. Hein? Ça prend un démarreur externe pour susciter une action, une réaction. Et d'aller chercher, donc, si la personne est souffrante de ça, donc de revenir aux symptômes de la dépression que j'ai mis en noir, qui sont vraiment plus spécifiques pour... C'est quoi être déprimé? Le patient peut être juste apathique, pas le goût de rien faire, mais il dit « je suis très confortable, moi j'ai mené une bonne vie, j'ai été assez actif, là je suis dans mon fauteuil, puis ça va bien », versus quand on retrouve des sentiments de vide, de désespoir, de tristesse, des pleurs, des idées suicidaires, là on est plus dans de la dépression, donc c'est important d'aller chercher ça. Donc, l'apathie, ça fait surtout souffrir l'entourage qui ne reconnaissent pas leurs proches. Le patient lui-même ne se sent pas tant que ça en détresse. Et donc, c'est de revoir un peu nos objectifs par rapport au niveau d'activité antérieure. Donc, de devenir un peu le démarreur externe, mais sans être le géo de service. Il faut comme limiter un peu les objectifs. Parce qu'en soi, à moins qu'il y ait des complications associées, on ne va pas nécessairement traiter ça. L'anxiété, bien, c'est quoi? Ça se caractérise, vous le savez, par des pensées, donc être inquiet, appréhender des choses, des émotions d'anxiété, de peur, mais aussi des sensations physiques. Hein? Avant de donner une conférence ou d'avoir une activité stressante, on peut avoir des palpitations, bon, toutes sortes de symptômes physiques liés avec un niveau d'adrénaline qui monte. Bien, des patients avec une démence peuvent aussi manifester des inconforts physiques qui peuvent être des signes d'anxiété et aussi des comportements, donc des patients qui vont faire de l'évitement de situations qui les mettent à risque d'augmenter l'anxiété, des demandes répétitives, des patients sur des unités d'hébergement qui vont suivre à la trace les intervenants qui ne peuvent pas se détacher, ça peut être des signes d'anxiété. C'est souvent comorbide avec de la dépression et ça aussi, ça nécessite un traitement approprié. Les symptômes psychotiques, donc je vous ai parlé un petit peu des hallucinations qui sont une fausse perception. Donc, si j'entendais quelqu'un me parler dans mon oreille, me dire des choses, ça pourrait être une hallucination auditive, ou si je voyais un petit chat là, ça serait une hallucination visuelle. Un délire, c'est une conviction fausse et irrationnelle à laquelle le sujet adhère de façon inébranlable. J'ai souligné inébranlable parce que souvent le réflexe, c'est de dire « mais non, ça n'existe pas. Mais non, il n'y a personne qui est rentré pour venir voler tes choses. » Mais le problème, c'est que c'est une conviction inébranlable. Donc, le fait d'ostiner, de confronter, va juste augmenter, exacerber le conflit et va rien donner parce que jamais on va arriver à convaincre quelqu'un qui a un délire que ses perceptions à elle ne sont pas la réalité. Fait qu'on va vous donner des trucs un petit peu plus tard sur comment répondre à ça. Les plus fréquents dans les maladies dégénératives, c'est des délires paranoïdes. Donc, peut-être en lien avec les troubles de la mémoire, justement, on perd nos objets. Bien, on interprète qu'il y a des gens qui viennent les voler. On pense que nos proches complotent pour nous placer, pour voler notre héritage. On voit aussi des troubles d'identification qui sont peut-être en lien avec les troubles, la capacité de percevoir des choses. Donc,
Les troubles d'identification, souvent, ça va être le syndrome des imposteurs. Donc, mon mari, c'est plus mon mari. Je vois bien qu'il ressemble, là, mais c'est un imposteur, dans le fond, qui a pris sa place. Ou je me reconnais plus dans le miroir et j'ai l'impression que c'est un imposteur qui est avec moi dans la maison. Ou des pensionnaires fantômes. Il y a des patients, souvent, qui vont mettre la table pour quelqu'un qui est supposément présent. Ils ne dorment plus dans leur lit parce qu'il y a quelqu'un couché dans leur lit. Etc., d'inclure des éléments de la télévision. Donc, on écoute les nouvelles, mais on a l'impression que c'est dans la réalité, puis on est comme pris dans... C'est pas très le fun d'être pris dans les nouvelles, surtout ces temps-ci. Bref, il faut faire attention à ces choses-là. Les comportements hyperactifs et frontaux, j'en ai parlé, là, tout ce qui est désinhibition, les cris, les comportements répétitifs. On peut voir aussi une perte des grâces sociales, comme la gloutonnerie, là. Dans le fond, les comportements frontaux, il faut les voir. L'image de ça, c'est comme un cerveau qui dégénère. C'est un peu comme un cerveau immature qui n'a pas encore... c'est quoi l'adverbe pour croître? Qui n'a pas encore maturé suffisamment. Donc, les très jeunes enfants ont des comportements de gloutonnerie. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Ils peuvent se promener tout nus. Puis, on considère ça comme normal parce que leur cerveau est immature. C'est un peu la même chose quand le lobe frontal dégénère, sauf que là, ça survient chez un adulte âgé. On peut y retrouver aussi des comportements, ça, c'est des réflexes primitifs qu'on retrouve aussi chez les très jeunes enfants, donc des comportements d'utilisation ou d'imitation, faire le même geste, répéter les mêmes propos. Et des fois, les gens vont interpréter ça comme étant de la moquerie et vont le prendre personnellement, alors que c'est juste des réflexes primitifs de relâche frontale. Maintenant, comment on peut mieux interagir avec un proche qui a des comportements difficiles liés à la démence? Bien, le rôle comme proche aidant, la première chose, c'est d'identifier, de prendre des notes, dans le fond, sur ce que vous observez comme symptômes, comme changement chez votre proche. Première chose, être conscient qu'il se passe quelque chose. Ensuite, essayez d'identifier les facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition de ces comportements-là difficiles. Par exemple, est-ce que justement il y a un besoin non comblé? Est-ce que le fait de ne pas aller se coucher et de faire de l'errance la nuit, c'est peut-être juste parce que quelqu'un a faim, par exemple? Est-ce que d'offrir une collation pourrait résoudre le problème? Donc, d'essayer de brainstormer pour trouver des étiologies potentielles. De voir aussi c'est quoi le contexte de l'environnement. Est-ce que ça survient toujours à la même période dans la journée? Est-ce que c'est surtout le soir? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est quand il y a trop de stimuli? Est-ce que c'est quand on va au centre d'achat? Est-ce que c'est quand il y a telle image ou telle personne qui vient? Et donc, les périodes spécifiques de la journée, j'en ai parlé. Avec qui? En hébergement, souvent, on va faire cette analyse-là, de dire, bien, est-ce qu'il y en a qui réussissent, par exemple, les soins d'hygiène qui sont difficiles? Est-ce qu'il y a certains intervenants qui l'ont? Est-ce que la famille est capable de faire les soins difficiles? Ou si c'est généralisé, personne n'y arrive. Puis, ça survient à quel moment? Est-ce que c'est quand on touche une certaine partie? Y a-t-il quelque chose dans son histoire antérieure qui fait en sorte que c'est difficile de se laver? Bon, etc. Donc, c'est de faire l'enquête. Et bien sûr, le troisième point, c'est de parler de ces symptômes ou de ces changements avec le médecin traitant de votre proche. Parce que l'équipe, normalement, devrait vous aider à faire l'évaluation des causes. Comme médecin, on va toujours vérifier, bien, y a-t-il un problème de santé qui peut être à l'origine de ça? Des fois, une simple infection urinaire peut créer de l'agitation chez quelqu'un qui est plus capable d'exprimer des symptômes. Une médication qui a été prescrite fortuitement pour X, bien, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires. Donc, le médecin va un peu analyser tout ça. Et aussi identifier si une médication est indiquée et suggérer des interventions non pharmacologiques. Parce que dans tous les cas, on essaie d'utiliser la médication vraiment en dernier recours quand il y a une souffrance importante ou quand il y a une dangerosité ou des répercussions dans le fonctionnement qui sont importantes. Et le reste du temps, bien, on essaie de trouver des stratégies justement pour ne pas utiliser la médication, mais quand même faire en sorte que la qualité de vie de la personne et de la famille soit adéquate. Donc, par exemple, face à des symptômes dépressifs, ce qu'on va observer, ben, c'est quoi? Des pleurs, de la tristesse, une perte d'intérêt pour les activités qui
normalement été apprécié, même en hébergement, dans des fins de course, les patients qui participaient aux activités puis qui soudainement se retirent, ne participent plus, on perd l'appétit, ont des changements dans le sommeil, sont plus irritables, ça peut signer donc qu'il y a un tableau dépressif qui est en train de s'installer. Et donc, toujours rapporter s'il y a des changements comme ça au médecin traitant parce que ça nécessite une évaluation. Qu'est-ce qu'on fait face à des symptômes dépressifs? Bien, certains outils pour mieux interagir avec votre proche, c'est de favoriser des contacts positifs avec votre proche. Donc, essayer de faire du renforcement positif dans les échanges, hein, dans l'approche, la façon dont on aborde. Si c'est positif, si c'est relax, si c'est calme, ça va mieux passer que quand on a l'air nous-mêmes en détresse. C'est facile à dire, je le sais, mais bon, c'est des principes là, dont je vous parle. Le stimuler à participer à des activités appréciées. Souvent, la musique, c'est une belle voie d'entrée, même quand le langage est perdu, pour justement trouver des moments de plaisir, de détente, ou d'aller dans des souvenirs anciens qui étaient positifs. On ne retourne pas dans des souvenirs traumatiques, on va dans des mémoires, dans des photos, de trouver, dans le fond, quels étaient les intérêts de votre proche antérieur qui peuvent faire en sorte qu'on s'installe pour une activité qui va permettre de passer à travers un moment plus difficile. Donc, favoriser des activités de réminiscence, j'en ai parlé. Face aux symptômes anxieux, donc, qu'est-ce qu'on observe? La personne semble préoccupée, anxieuse, cherche la proximité d'un proche plus souvent. Donc, souvent, on va dire, bien, il me suit partout, je ne suis même pas capable d'aller aux toilettes, je ne peux pas sortir 5 minutes parce qu'il devient trop anxieux. Ça, je vois ça souvent en clinique. Il répète souvent les mêmes questions, des propos répétitifs. Il a l'air plus vigilant face aux changements dans son environnement. Il est plus tendu, plus nerveux. On observe des tensions musculaires, les mains moites, le tremblement, la respiration rapide, etc. Encore une fois, à rapporter les observations à l'équipe traitante, tant en externe, tant à la clinique externe, à votre médecin de famille qu'en hébergement, si c'est le cas. Et donc, quelques trucs, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui est anxieux? Bien, favoriser un environnement calme, qui est familier, qui est rassurant. Donc, les repères, ça demeure important, hein, des sources d'orientation dans le temps, dans l'espace, des photos, du matériel personnalisé, des objets. Donc, de reconnaître quand même son environnement, c'est des choses qui vont être rassurantes. Aussi, faire attention au niveau de stimuli, donc diminuer les sources de bruit qui sont trop importantes autour, décorer l'environnement avec des éléments familiers, c'est ça que je dis. Favoriser des contacts avec les proches, évidemment, pour le rassurer. Encore une fois, brainstormer pour trouver des idées d'activités appréciées ou de détente pour faire de la diversion dans les moments où l'anxiété monte. Donc, la musique, des fois des massages, ça aide les gens qui aiment ça, l'aromathérapie, des exercices de respiration abdominale ou le yoga ou des techniques de méditation, des fois on peut faire ça. Et si l'anxiété est associée à une activité ou à un soin, on en voit beaucoup aux soins d'hygiène en hébergement, bien, faire des pauses autour du soin, bien expliquer ce qui se passe étape après étape, puis si c'est trop, bien, on laisse faire, puis ne jamais insister, dans le fond, à effectuer une activité qui semble être problématique. Les propos répétitifs, donc les questions répétitives, des fois, ça peut devenir exaspérant, bien que la personne ne fasse pas exprès. Donc, ce qu'on observe, pose toujours les mêmes questions, répète sans cesse les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc, toujours se rappeler que les difficultés de mémoire sont attribuables à la maladie. Hein? Il oublie qu'il oublie. Fait qu'il ne faut pas lui en vouloir d'oublier qu'il oublie. La mémoire joue des tours et donc, ce n'est pas un comportement volontaire ou dirigé contre vous. Je vais juste mettre un petit vidéo. André, j'ai pas de son. Oui. Ben oui. Là, tu m'as mis ça. Est-ce que j'aille voir dans mes paramètres? Ce sera pas long.
Il y a toujours un bug. Il est là. Ça, peux-tu le monter? Ça? Oui. Ah non, ça, c'est juste l'écran, ça. Non. Je pensais que c'était le son. Ici, voyons. C'est de monter Bien ça au branché, max. portable. Il n'y a rien, hein? Sinon, on va enlever le truc puis on va le mettre dessus. Ça ne Qu'est-ce que fonctionne plus. OK. Ma mère, Suzanne Desgagnés. tu l'as? Oh! Bon. Bon, ben, on va regarder ça. On va remettre ça. Voyons. C'est qui? Oh, j'aurais quand même dû essayer de lui faire comprendre L'instant. qu'un réparateur s'en venait. Bon, prise 2. Ben oui, c'est les deux ronds du côté droit qui ont arrêté de fonctionner en même temps. Donc, celui-là de la gauche, là, il fonctionne encore? Ben oui. Alors, je me suis dit que c'était pas le disjoncteur. Ouais. Isabelle, c'est qui, lui? Ah ben oui, je vous ai pas présenté. Monsieur est réparateur d'électroménager. Hein, il va essayer de nous réparer nos ronds qui ne fonctionnent plus. Ma mère, Suzanne Desgagnés. Bonjour. Bon, ben, on va regarder ça. C'est qui? Oh, j'aurais quand même dû essayer de lui faire comprendre qu'un réparateur s'en venait. Maman, monsieur est réparateur d'électroménager. Monsieur, c'est mon père, là. Vous pouvez m'appeler Gabriel? C'est qui? Ben oui. J'aurais dû prendre le temps de t'avertir, hein? Gabriel, il est réparateur d'électroménager, puis il va essayer de réparer nos ronds qui ne fonctionnent plus. Viens, viens, on va s'asseoir, nous autres. On va le laisser travailler, puis on va, regarde, continuer à plier notre linge. On y va-tu, là? Où est-ce que tu vas aller? À la maison. Mais maman, on est dans notre maison ici. Bon, faudrait couper le courant. Ah, OK, la boîte électrique est au sol, j'y vais tout de suite. Merci. Maman, attends-moi ici, là, je reviens tout de suite. Je vais juste au sous-sol On couper le y courant. va-tu, là? Mais où ça? Chez nous, à la maison. Oh, qu'elle est inquiète. Je pense que ma mère est un petit peu inquiète parce qu'elle vous connaît pas, hein? Puis des fois, sa mémoire lui joue des petits tours. Mais on y va-tu, là, à la maison? Regarde, ici, on est dans notre maison, puis regarde bien, tu vas t'asseoir. Moi, je m'en vais au sol, puis je reviens tout de suite. Ça sera pas long. Tu voudrais juste, s'il te plaît, regarde, assis-toi. J'aimerais ça que tu plies les serviettes pour moi, hein? Comme ça, je pourrais les ranger après. Bon. Je vois. Oh, des fouets, là. Savez-vous, si vous me le permettez, là, je vais y aller, moi, couper le courant. Ben oui, c'est juste en dessous des escaliers. Puis, on va vous laisser travailler, on va être juste à côté au salon. Et tu, maman, on va aller se mettre de la belle musique. Puis, Oui. moi, ça me tenterait qu'on sorte l'album de photos de mariage. Il me semble que ça fait longtemps qu'on l'a regardé. Tu sais que ma photo préférée, moi, ça a toujours été celle où toi puis papa, vous êtes là, juste sur le point de couper le gâteau. Bon, alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, la répétition. Oui. T'inquiète. C'est quoi les causes potentielles de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, il y a un étranger dans la maison, donc pas capable de procéder à comprendre un peu le contexte. Et bon, ben c'est sûr que c'est exaspérant à un moment donné de répéter. Là. La fille soupire en elle-même, mais elle trouve une stratégie pour justement diminuer l'anxiété puis les propos répétitifs. Donc, c'est une illustration de ça. Donc, l'idée, c'est de rester calme, de ne pas confronter ou de s'impatienter. Encore une fois, facile à dire, on est tous humains. Mais en général, donc, de vérifier les raisons possibles. Est-ce que la faim, la soif, l'envie d'aller aux toilettes, besoin de bouger, de se reposer? Est-ce qu'il y a un changement dans l'environnement comme dans ce vidéo?
rassurer la personne sur les événements, les activités à venir au cours de la journée, essayer d'orienter dans le temps, dans l'espace et utiliser des stratégies de diversion, comme on l'a vu ici, l'album photo, la musique, etc. Face au comportement désinhibé, donc ce que vous observez, ben mon proche dit tout haut tout ce qu'il pense, puis des fois c'est assez gênant socialement, merci. Tiens, un langage vulgaire, jamais j'ai entendu ma mère parler comme ça, mais là, c'est épouvantable, elle sacre, jamais j'ai entendu ça. Donc c'est vraiment des changements de personnalité qu'on voit avec la maladie. De l'agressivité verbale, même chez quelqu'un qui n'a jamais été particulièrement agressif, ou des propos ou des gestes à caractère sexuel. Encore une fois, il faut rapporter à l'équipe traitante ce que vous observez comme changement. Donc, un petit exemple de ça. Sais-tu, on va s'arrêter ici, se manger une petite bouchée. Oui. Moi aussi, je ne serais pas capable d'attendre jusqu'à la maison. Viens t'asseoir. Écoute, ça fait presque 2 heures qu'on magasine, hein? Oui. Bon, attends-moi ici, là, je vais nous chercher une petite bouchée, OK? Non. Tu veux pas m'attendre, hein? J'ai faim. Oui, mais il me semble que tu dois être fatiguée, là. Tu sais, habille, déshabille, là, c'est de l'ouvrage, magasiner un costume de bain, hein? J'ai faim, bon. Ben oui, je comprends, là, il est presque midi, mais regarde, assis-toi ici, tu m'attends, je vais nous chercher quelque chose. Regarde, tu vas surveiller notre sac en attendant? Oh, j'ai faim, là. Bon, OK, on va y aller ensemble. Maman? La fille est derrière, madame. Oh, j'ai faim. Il y en a d'autres dans le comptoir. Regarde, maman, on va laisser le dessert à la dame, puis on va aller t'en choisir un. Excusez, quand elle a faim, elle ne se rend pas compte, hein? J'ai vu des beaux carrés aux dattes, viens, on va aller t'en chercher un. Ah, pas de problème. J'en ai vu des carreaux dates qui avaient l'air frais en plus. Oui, ils sont ici. Oh. T'as faim pour une salade? Attends, maman, je vais te servir. Donne-moi de la fourchette. Je vois qu'ils ont du fromage. Tu veux-tu un petit morceau de fromage? Oui. Tiens, ça va être bon. Tiens, je vais prendre de l'eau. Je reviendrai me chercher mon plateau. On va aller t'installer, puis je viendrai me chercher quelque chose. OK, merci. Bon, maman, qu'est-ce que tu veux, là? Arrête de me regarder comme ça, puis de me voir manger. C'est méchant. Hey, maman! Hey, t'as l'habitude d'être charmante, mais là, je pense que t'as vraiment trop faim, là. On va aller s'installer, tu vas pouvoir commencer ta salade. Je reviens, hein, je m'excuse, là, c'est sa maladie, elle s'en rend pas compte. Hein. Prenez votre temps. Faut faire quoi aujourd'hui? On vient, là, on va s'installer ici. Assis-toi dans le fond. Assis-toi là, maman. Je pense que je t'ai fait magasiner trop longtemps, hein? Oui. Mais on vient pas bredouille. Un beau costume de bain. T'as-tu hâte d'aller te baigner chez Denise? Bon. Coudonc. Bon. Donc, qu'avez-vous remarqué? Avez-vous déjà vécu des situations semblables? Oui, certains d'entre vous.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir face à des comportements comme ça? C'est des comportements qui sont liés à la maladie puis qui surviennent, donc, comme je l'expliquais, quand il y a une atteinte du lobe frontal, il y a une perte des interdits sociaux. Donc, on perd nos grâces sociales et c'est sûr que comme proche, c'est pour le patient, pardon, pour le sujet, c'est difficile de retenir ses impulsions. Et donc, c'est attribuable à ce phénomène-là. Et c'est normal pour vous de ressentir de la culpabilité ou de la honte, mais rappelez-vous que ce n'est pas un comportement volontaire ni dirigé contre vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, des outils pour mieux interagir, garder une attitude calme et rassurante, amener la personne dans un endroit calme, éviter de le blâmer ou surtout de l'humilier en faisant la morale en public, quoique des fois ça peut être approprié de dire ben on fait pas ça en public, là, on va aller ailleurs. Le calmer en détournant son attention vers un autre sujet de conversation, aurait dû être écrit, ou d'activité appréciée. Donc encore une fois, changer les idées, passer à autre chose. Face à une situation embarrassante, essayez de rester calme puis d'expliquer, donc, comme je le dis, à l'aide de mots simples, que le comportement n'est pas acceptable socialement. Et face aux témoins, bien, expliquer un petit peu les raisons de l'attitude. Vous avez vu que souvent, les réactions des gens vont se modifier quand on comprend que c'est en lien avec une maladie. Face aux symptômes psychotiques, qu'est-ce qu'on peut observer? Bien, que la personne parle à quelqu'un d'imaginaire, par exemple, sans voir des choses qui sont absentes, pense qu'on le vole, est méfiant, pense qu'on l'empoisonne, qu'on lui veut du mal, pense que vous avez été remplacé par un imposteur, par quelqu'un d'autre, peut mettre la table, agir comme s'il y avait quelqu'un dans l'appartement, intègre ce qu'il voit à la télé comme faisant partie de la réalité, encore une fois, rapporter des nouveaux symptômes à l'équipe traitante. Les éléments clés, donc, c'est probablement des symptômes qui sont liés à la pathologie comme telle, donc aux troubles de mémoire, de perception. Et encore une fois, pour la personne, un délire, c'est une croyance qui n'est pas raisonnable, donc elle ne peut pas la remettre en question. C'est normal d'avoir le réflexe de contredire, de vouloir démontrer que les perceptions sont fausses, mais ça va être contre-productif et ça va juste augmenter les conflits. Bon, là, il y a bien du stock, là. Mais bref, face aux symptômes psychotiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, éviter de discuter avec la personne et de tenter de la convaincre que ses idées ne sont pas fondées, je l'ai dit. On essaie en général de ne pas être d'accord ni en désaccord avec le délire. C'est-à-dire, on peut avoir l'attitude de dire, bien, je comprends que pour toi, c'est très présent, puis c'est tes perceptions. Moi, je n'ai pas ces perceptions-là. Et d'adresser un peu la détresse qui va avec les perceptions erronées. Donc, d'adresser surtout le fait que ça rend la personne anxieuse ou triste. Et l'écouter parler de ses perceptions avec douceur. Et tenter de changer de sujet. Dans le fond, c'est surtout ça qui va être productif, de passer à autre chose, de moins perturbant, en parlant donc d'un autre sujet ou en changeant d'activité. Essayez de ne pas trahir sa confiance, surtout quand il y a des éléments de paranoïa, donc pas tenir des conciliabules avec les autres membres de la famille en cachette ou avec le docteur en cachette, parce que ça va juste augmenter la méfiance de la personne. Toujours tenir compte, comme je le disais, des émotions suscitées par la psychose, rassurer la personne, ne pas ridiculiser ou rire de ses propos. Essayer de censurer les émissions de télé ou de radio qui peuvent être perturbatrices. Hein. Les nouvelles, les films violents, des fois, ça génère toutes sortes de craintes paranoïdes. Si la perception est très forte puis que la personne devient très angoissée, des fois, ça peut être approprié de rentrer un peu dans son monde pour intervenir. Par exemple, de dire, bon, j'ai une famille où la personne pensait qu'il y avait quelqu'un de caché en dessous de son lit. Bien, une journée, ils l'ont chassé dans dessous du lit, puis il n'est plus revenu. Fait que ça peut être correct, des fois, de rassurer en disant, ben non, là, on en a pris soin, on s'en est occupé, de voir si ça marche. Ça ne marche pas, on ne persévère pas dans cette voie-là, mais des fois, ça peut être utile. Expliquer les actions qu'on fait et aller avec précaution si on touche la personne ou on entre dans sa bulle, hein, surtout le personnel soignant. Un patient qui est méfiant, on ne se garoche pas sur lui pour faire les soins, on explique quelle partie du corps on va toucher, on avertit avant, on prend nos distances. Si la personne croit qu'on a volé ces choses, on peut l'aider à chercher. Des fois, ça peut être stratégique de conserver des doubles des objets qui sont souvent perdus ou de mettre les objets précieux sous clé pour démontrer qu'ils n'ont pas disparu.
C'est sûr que c'est difficile d'être accusé faussement par un proche, mais des fois, justement, la famille, son proche, c'est les premiers qui sont impliqués dans le délire paranoïde. Hein. On pense que c'est notre famille qui nous vole, etc. C'est important de se rappeler que c'est un symptôme de la maladie, que c'est pas dirigé contre vous, puis c'est pas non plus nécessairement de l'ingratitude, de la non-reconnaissance pour ce qui est fait. Mais donc, essayez de ne pas dramatiser, de faire appel à l'humour, de clarifier la situation auprès de témoins lorsque ça se produit. S'il y a des objets dans l'environnement qui provoquent des perceptions erronées problématiques, bien, on les camoufle. Par exemple, un porte-manteau chez quelqu'un qui a des déficits visuels ou en fin de journée peut paraître comme un individu. Bien, peut-être que c'est stratégique d'enlever le porte-manteau si c'est ça qui crée la difficulté. Idem, quand il y a des troubles délirants en lien avec quand la personne se voit dans le miroir, pense qu'il y a quelqu'un dans la maison qui lui veut du mal, bien, on camoufle les miroirs. C'est des stratégies comme ça qui peuvent être utiles. Et finalement, si ces symptômes-là génèrent de l'agressivité et qu'à un moment, vous craignez pour votre sécurité ou celle de vos proches, il faut consulter immédiatement. Ça s'appelle tout de suite parce qu'on ne veut pas que ni la personne ni l'entourage soient en danger. Comment on communique? Donc, des stratégies pour mieux communiquer avec votre proche présentant des troubles cognitifs. Bien, c'est sûr que la communication, ça implique deux personnes. Une qui transmet un message, puis l'autre qui l'interprète, qui la comprend d'abord, puis qui l'interprète. Donc, ça parle de deux expériences. Et à travers ça, la transmission se fait par le langage verbal, oui, mais le non-verbal est aussi important. La façon dont on regarde, dont on touche, dont on aborde, il faut y penser. Donc, les troubles cognitifs sur la communication en soi, évidemment, ça entraîne des difficultés à s'exprimer puis à comprendre. Donc, la personne peut chercher ses mots, peut créer des fois des nouveaux mots, on appelle ça des paraphasies, peut répéter sans arrêt un même mot, une phrase, peut avoir de la difficulté à organiser sa pensée, ça devient plus cohérent des fois, parle moins que d'habitude aussi, ou peut utiliser un langage plus cru, plus coloré. Donc, c'est sûr que pour les proches, ça entraîne la frustration, cette difficulté à communiquer là, de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, des fois du découragement. Bien sûr, on a tendance à se replier puis à éviter peut-être de communiquer et de l'incompréhension. Bonjour, Mme Julien. Pendant que votre père voit le médecin, j'aimerais ça qu'on prenne un instant pour voir comment ça se passe pour vous à la maison. Pouvez-vous m'en parler? Bon, ce que je trouve tellement difficile, c'est comme ce matin, là, il m'accusait de ne pas lui avoir dit qu'on avait un rendez-vous. Je l'ai répété pourtant plusieurs fois. C'est ça qui est vraiment difficile parce qu'il m'obstine tout le temps. Puis des fois, mais moi, je perds patience. J'ose le ton, puis bon, c'est pas, vraiment pas évident. En plus, il n'arrête pas de revenir avec sa voiture. Il en parle constamment. Là, il regarde pour s'acheter une nouvelle voiture, qu'il va retrouver son permis de conduire. Puis j'ai beau lui dire que non, qu'il ne peut plus conduire, mais ça revient tout le temps, là. Je suis contente, Mme Julien, que vous preniez le temps de m'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui vit avec des troubles cognitifs est plus capable de s'adapter comme avant aux nouvelles situations ou aux problématiques qui pourraient se présenter à elle. Les mots que j'aimerais vous inviter à retenir, peut-être, ce sont les mots cohérence et les mots constance. Par cohérence, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'adapter vos attentes en fonction des capacités cognitives de votre père qui, elles, sont diminuées à cause de la maladie. Okay. Ainsi, ce n'est pas de sa faute s'il vous redemande souvent la même chose parce qu'il ne l'a pas retenu. Et de la même façon qu'il vous rappelle, il vous repose toujours les mêmes questions par rapport à son permis de conduire parce qu'il n'a pas arrivé à bien comprendre pourquoi on lui a retiré son permis. Okay. Alors, je vous rassure, ce n'est pas vous qui avez de la difficulté à lui expliquer, ce n'est pas de la mauvaise foi de sa part, c'est vraiment la maladie qui l'empêche de bien raisonner et de bien comprendre la situation. OK. Mais ça fait du sens ce que vous dites. Je pense peut-être que j'y en demandais trop, effectivement. Ce que je trouve difficile aussi, c'est qu'il était tellement autonome, indépendant. Tu sais, je ne suis pas habituée qu'il se tourne vers moi là, pour certaines décisions qu'il a à prendre. Donc ça, c'est un peu inhabituel. Là. Ça change un peu notre relation. Là. Je comprends tout à fait. Ça m'amène à mon deuxième point, en fait, la constance, d'avoir une certaine constance dans votre quotidien. D'établir une routine, en fait. C'est le plus simple souvent pour une personne qui vit avec des troubles cognitifs. De faire la même chose, de la même façon, à peu près au même moment de la journée. Ça va maximiser les chances d'optimiser son autonomie, qu'il soit capable un peu de retenir comment faire les choses.
Ça va éviter aussi qu'il ne soit pas capable de réaliser ses activités et qu'il ressente un sentiment d'échec de la même façon. Ce qui peut être aidant aussi, c'est peut-être, surtout en termes d'organisation du temps, peut-être d'installer un petit calendrier qu'on pouvait mettre à la vue dans la cuisine et revoir chaque jour, chaque matin, en fait, l'horaire de la journée. Oui, je comprends ce que vous me suggérez, ça fait du sens. Ce que je trouve plus difficile, c'est que ça s'emporte plus facilement qu'avant, quand on a un désaccord ensemble. Okay. Ça y arrive même de se fâcher, alors tu sais qu'on a toujours eu une bonne relation, toutes les deux. Même, je remarque un petit peu plus de méfiance envers moi, là, alors que c'était pas là avant. Donc, ça m'arrive aussi à moi de m'emporter. Finalement, je suis humaine après tout, là. Vous avez tout à fait raison, Madame Julien. Vous êtes humaine, c'est tout à fait normal de perdre patience par moment. Ouais. Ce que je peux vous inviter à essayer, c'est d'essayer le plus possible d'établir un climat de confiance lorsque vous discutez avec votre père, dans le fond. Okay. Alors, pour établir un climat de confiance, l'important, c'est d'y aller doucement. C'est de prendre le temps d'établir un contact visuel, de parler calmement, de parler lentement, d'utiliser des mots qui sont simples, de pas les longues explications. Vous allez le perdre avec ça. Donc, c'est d'y aller doucement comme ça. Aussi, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de faire attention à votre non-verbal. Donc, tout ce qui est le fait d'avoir un visage détendu, un sourire, une caresse, un rire. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sait que la mémoire des émotions, elle reste beaucoup plus longtemps que la mémoire des mots. Donc, même si des fois, il y a de la difficulté à comprendre ce que vous dites, il va quand même bien comprendre l'émotion qui est là, qui est une émotion calme et délicate, douce. Donc, ça peut maximiser les chances de bien vous comprendre puis éviter qu'il soit fâché, par exemple, ou qu'il se méfie. Mais qu'est-ce que je fais quand il revient toujours avec la même question, tu sais, qu'il répète toujours les mêmes choses, comme avec sa voiture, là, qu'il répète toujours qu'il veut conduire? Qu'est-ce que je fais dans ces situations-là? Oui, je suis d'accord avec vous, Mme Julien, j'en conviens, c'est vraiment pas évident. Mais la chose qu'il faut vraiment essayer de mettre de l'avant, c'est de demeurer calme le plus possible. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire diversion, vraiment changer de sujet. Ça peut être en l'invitant à faire une activité ou même à sortir de la maison, à changer de pièce. Il faut vraiment faire distraction pour sortir du sujet ou de l'idée. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas essayer de le confronter ou de le convaincre avec vos arguments. Parce que souvent, ces discussions-là, elles s'allongent et ça finit avec de l'exaspération pour les deux. C'est vrai. Ah, voilà. Et l'autre chose que je pourrais vous suggérer, c'est en fait d'essayer de voir, essayer de comprendre le sens qu'il peut y avoir derrière un comportement inhabituel ou que vous ne comprenez pas. Par exemple, avec le sujet de la conduite automobile, on sait que c'est un sujet sensible. Hein? Votre père, il a conduit toute sa vie. La voiture, c'est l'autonomie, c'est la liberté. Ah oui, la liberté, hein? Donc, pour lui, c'est un gros deuil qu'il doit faire de se détacher de ça. Donc, essayez peut-être d'être attentive, sensible à ça et de voir ça comme une capacité peut-être d'adaptation de sa part à cette nouvelle réalité. Bien, merci beaucoup, vraiment. Là, ça m'aide à un petit peu mieux comprendre là, la situation, à trouver des trucs et des stratégies, finalement, pour que ça soit plus facile. Ça me fait plaisir, Mme Julien. Puis ça tombe bien, justement, c'est l'heure d'aller rejoindre votre père avec le médecin. Okay. Donc, je vais reprendre un petit peu les principaux points qui ont été discutés dans la vidéo. Pour mieux communiquer, donc, favoriser une relation de confiance, c'est-à-dire un climat chaleureux, reconnaître les émotions, faire attention à l'environnement quand on parle. Hein, quand il y a trop de stimuli, des fois, on n'est plus capable d'être attentif. Tenir compte des effets de la maladie sur les comportements, chercher le sens des comportements et porter une attention à la mémoire affective. Donc, on peut se souvenir d'une émotion vécue sans se souvenir de l'événement associé. Par exemple, Caroline, ma psychologue, fait souvent l'exemple d'un patient qui était très avancé dans la maladie, qui est en hébergement, qui s'assoyait toujours à la même place à une table à manger. Et un jour, le cadre derrière lui est tombé sur lui et il lui a fait mal. Bon, il n'a pas été blessé de façon majeure, mais quand même. Et après ça, il n'avait aucun souvenir. Il n'était pas capable de raconter cet événement-là, mais il n'a plus jamais voulu se rasseoir à sa place pour laquelle il s'assoyait depuis déjà de nombreux mois. Donc, il y a une charge quand il y a un événement anxieux, un événement traumatisant, un événement
aussi positif qui est prégnant, qui est significatif. Il y a comme une mémoire émotive qui demeure préservée. Donc, c'est pour ça que des fois, même dans des démences avancées, si la personne ne reconnaît plus ses proches, n'est plus capable de les nommer, il y a toujours la relation qui reste, les souvenirs de cette relation-là, et de garder une interaction positive va être aidante. Donc, la cohérence, demeurer cohérent dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, faire attention aux capacités de la personne pour éviter de la frustration et de la déception. Donc, avoir des attentes qui sont cohérentes avec les capacités. Et favoriser une routine stable et prévisible. Quand on perd nos capacités cognitives, nos capacités d'adaptation, on a encore plus besoin de repères. Donc, la routine, c'est une façon aussi de se rassurer. Le langage et le discours verbal ou non verbal, donc on essaie de se placer face à la hauteur, d'avoir un bon contact visuel, de parler lentement, clairement, avec un ton calme et rassurant, d'annoncer le sujet principal, de transmettre un message à la fois avec des phrases courtes, simples. On évite les longues explications avec plein de virgules parce que ça ne sera pas retenu. Offrir des choix de réponses faciles et courtes. Éviter les phrases négatives. Donc, souvent, le « non, fais pas ça »,« non, viens pas ici »,« non, fais pas », ça fait juste réagir. On essaie de tourner ça autrement, de faire diversion. En fait, s'il y a un truc à retenir, c'est changer de sujet de façon calme, passer à autre chose, plutôt que de confronter ou de dire non. Et donc, éviter d'argumenter et de raisonner. La qualité d'écoute est en lien avec la réaction et la réponse de votre proche. S'il n'y a pas envie d'écouter ou s'il n'y a pas envie d'un soin ou d'une activité quelconque, on n'insiste pas, on revient à un autre moment. On essaie de lui donner le temps de répondre, on essaie d'être patient pour ne pas interrompre, même si des fois c'est difficile d'articuler la pensée. Si la personne répète toujours la même histoire, pose toujours les mêmes questions, on essaie de faire diversion. S'il change de sujet au milieu d'une conversation ou fait des commentaires qui n'ont aucun rapport, bien, on laisse aller, on laisse parler du nouveau sujet, on essaie de suivre, dans le fond. Quand la communication verbale, quand le langage verbal est devenu difficile, des fois, on essaie d'identifier les mots-clés dans la phrase pour comprendre le sens. On essaie de démontrer un intérêt à comprendre quand même. J'ai les grands patients aphasiques, là, des fois, on fait quasiment de la traduction simultanée. On essaie d'éliminer les bruits ambiants inutiles pour bien saisir les mots-clés. On peut utiliser des objets qui illustrent ce dont on parle. Des fois, on peut utiliser l'écriture. Des fois, l'écriture est préservée. Les images, des pictogrammes peuvent être utiles pour communiquer. Montrer la débarbouillette, par exemple, avant le bain, le pyjama avant d'aller au lit quand le langage n'est plus possible. Et s'il y a des difficultés à lire, écrire ou compter, bien, on le fait là, pour la personne. Dernier petit chapitre, prendre soin de soi, ce qui est important parce qu'on en a parlé, hein, le niveau de détresse, souvent des aidants en lien avec ces symptômes neuropsychiatriques est souvent importante. Donc. Bonjour, Madame Julien. Bonjour. Ça fait déjà un petit bout que vous êtes venue avec votre père pour son dernier rendez-vous. On a remarqué aujourd'hui qu'il y a eu quand même une légère progression de la maladie d'Alzheimer. Voulez-vous me parler un peu de comment ça se passe à la maison? Il y a des bonnes puis il y a des moins bonnes journées. Dans les bonnes journées, je vous dirais, là, ça ne paraît même pas qu'il y a la maladie. Il est capable de s'organiser, ça va bien. Alors que les moins bonnes journées, bien là, je dois plus le surveiller, je dois plus l'encadrer. Donc, ça me demande plus d'énergie, là, ces journées-là. Avez-vous des inquiétudes particulières par rapport à vous? Mais ma santé est quand même bonne. Par contre, j'ai fait des dépressions dans le passé. Donc, je ne voudrais pas que ça devienne trop lourd puis que je fasse une autre dépression. Mais mon père est important pour moi. J'aimerais ça être capable de pouvoir prendre soin de lui à la maison le plus longtemps possible. Je comprends. C'est en effet le soin d'une grande majorité de proches aidants que je rencontre, comme vous, de prendre soin de leurs proches à la maison le plus longtemps possible. Mais pour ce faire, ce qui va être important, c'est de prendre soin de vous autant que vous prenez soin de lui. Ouais. Ces deux choses-là vont devoir aller de pair tout au long de l'évolution de la maladie. Ça va être ce qui va vous permettre de garder votre équilibre entre votre santé physique et votre santé mentale aussi. C'est quand je vais savoir que là, c'est le temps de demander de l'aide? Excellente question. Mais vous savez, chaque personne a ses besoins, chaque personne est différente, hein? Donc les besoins peuvent être différents. Mais le plus important, ça devait être de ne pas attendre d'être épuisé avant de demander de l'aide.
Vous savez, dès que les signes d'épuisement se font sentir, c'est que ça fait déjà un bout de temps que votre corps et votre esprit s'en ressentent. OK. Le vieil adage « vaut mieux prévenir que guérir », il s'applique vraiment très bien pour les proches aidants. Et ce qui va être important aussi, c'est de ne pas vous sentir coupable de demander de l'aide, de ne pas hésiter à demander de l'aide. OK? Alors, nulle part, il est écrit que c'est à vous seul d'assumer les soins pour votre père. Donc, quelques conseils. 1, ne restez pas seul. Essayez d'identifier des personnes ressources dans votre réseau, donc les enfants, les frères, les sœurs, les amis. Faire appel aux forces de votre réseau pour 3 aspects. Le soutien matériel. Peut-être qu'il y en a qui ne se sentent pas la capacité d'être là émotionnellement au quotidien, mais on peut peut-être déléguer certaines tâches pour les courses, pour l'épicerie, pour la gestion des finances, par exemple. Trouvez aussi dans votre réseau qui peut vous apporter du soutien émotionnel. Donc, quelqu'un à qui vous avez confiance, qui pourrait vous soutenir moralement quand vous en ressentez le besoin. C'est important d'en parler. Soutien lié aux activités sociales. Donc, quelqu'un avec qui vous pouvez vous changer les idées puis continuer d'avoir une vie sociale, amicale, de couple, relationnelle qui est quand même agréable. C'est des facteurs protecteurs. Identifiez vos propres résistances à demander de l'aide. Hein? Souvent, le réflexe, c'est de vouloir tout faire soi-même, mais donc de voir pourquoi. Est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on a peur de déranger? Est-ce qu'on a peur de se faire dire non? Est-ce qu'on minimise notre besoin de soutien? Donc, d'essayer de faire un peu d'introspection pour voir ça assez tôt. Prendre soin de vous autant que vous le faites pour votre proche. Donc, de planifier des moments pour vous sans culpabilité, de vous accorder des attentions. Identifier un lieu, une activité, même si c'est une fois par semaine, où vous pouvez vous reposer, relaxer, récupérer. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Demander de l'aide et du soutien avant de se sentir épuisé. Et il y a toutes sortes de ressources d'aide aussi qui sont en ligne ou disponibles sur téléphone. Donc, pour en savoir plus, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui se retrouvent sur le premier lien web qui est ici, donc les capsules pour les aidants. Ici, on a aussi toute une bibliothèque pour les aidants. Il y a le site comme tel Aidant, où vous allez retrouver toutes sortes de ressources. Les réseaux des appuis et de la Société d'Alzheimer, le baluchon Alzheimer, sont aussi des ressources importantes. A été développé ici avec la chaire Desjardins un programme de formation sur devenir aidant, ça s'apprend. Vous avez le lien ici. Et aussi le groupe Message, qui est une méthode électronique de soutien aux stratégies d'apprentissage à la gestion du stress, qui est aussi offerte aux aidants. Et différentes publications là, desquelles on peut s'inspirer aussi. Donc, moi, ça fait le tour de mes messages. Je vais vous laisser à des questions. S'il y en a, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci.